ça va le faire parce qu'on est bien préparé et que nos intervenants ils sont super. Tu me filmes? On est tous à fond. Avec plaisir. Et là, du coup, il arrive quand? Enfin, il est où? Est-ce que vous avez un positionnement Non. C'est au choix. D'accord. Voilà. Particité, qu'est-ce que c'est? C'est un média d'information en ligne local. Il nous a semblé qu'à Grenoble, il y avait de la place pour un média qui traite d'autre chose que de l'actualité chaude, de l'actualité brûlante, qui parie sur les longs formats et sur le long terme. Notre premier pari, c'est aussi que les citoyens, que vous participiez à la construction de l'information, que vous soyez nos rédacteurs en chef, donc que vous votiez pour les sujets que les journalistes traiteront. Donc ça, c'est pour les grands principes. Concrètement, comment ça va se passer? Vous avez ici la maquette de notre site qui a été réalisée par notre web designer Quentin Bucciarelli. Lorsque vous arriverez sur particité.fr, vous aurez en haut à la une les derniers articles publiés par la rédaction. Et puis, vous pourrez vous diriger vers une interface de vote. Donc, il y aura 7 rubriques: politique, économie, social, sport. Dans chaque rubrique, vous aurez 3 sujets au choix. Vous pourrez voter pour l'un de ces sujets, ou si aucun ne vous convient, vous pourrez également faire votre propre proposition. Le vote durera pendant une semaine. À la fin de la semaine, c'est le sujet qui émergera parmi toutes les rubriques qui sera choisi et qui sera traité par un journaliste. Et l'idée, c'est aussi que le journaliste ne coupe pas le contact avec le lecteur, donc qu'il assure un suivi de l'enquête. Donc il mettra à jour régulièrement un suivi de l'enquête qu'il est en train d'effectuer. Ça lui permettra de parler de l'avancée de son enquête, d'évoquer les interlocuteurs qu'il a rencontrés, et puis éventuellement de vous mettre à contribution en vous demandant par exemple des idées de contact. Voilà, pour résumer, participatif, local, avec un pari sur le long format et sur la diversité des formats. C'est pour tous ces principes qu'on a créé Particité, et c'est aussi de ça qu'on avait envie de débattre ce soir avec nos 3 interlocuteurs, parce qu'ils partagent tous à leur manière ces différents principes. L'idée, c'est que ce soit aussi un débat avec vous, donc on vous l'a dit, des micros vont circuler dans la salle, vous pouvez intervenir à tout moment pour poser une question, pour faire une remarque, pour que le débat reste pas uniquement sur scène. Donc on va commencer tout de suite sur notre premier pari, qui est la participation du citoyen. On va vous montrer une courte vidéo et on pourra ensuite lancer le débat. Sur le profil des internautes, la seule chose, mais c'est une palissade, mais la seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'ils ont des centres d'intérêt qui sont proches des centres d'intérêt des gens qui lisent le contenu papier. C'est des gens qui sont intéressés par l'information locale, qui aiment bien le sport, qui aiment bien l'actu chaude, qui aiment bien les faits divers. J'ai une expérience par rapport à ça, surtout à Rue 89, où effectivement on était souvent critiqué dans les commentaires pour certains articles, et les critiques qu'on recevait dans les commentaires étaient
pas toujours cohérente avec les scores qu'on voyait sur les articles. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain type d'article qui plaît beaucoup. Et c'est pour ça, je pense, qu'on assiste à une dérive depuis pas mal d'années, en fait, hein, sur le web, dans le type d'information qui est traité, qui est mis en avant. C'est tout ce qu'on appelle le buzz, et qui n'est pas forcément une information très approfondie, mais qui pourtant est une information qui plaît beaucoup. Et on est peut-être allé un petit peu trop loin dans ce balancier-là. En même temps, il faut voir d'où on vient, parce qu'on vient d'une culture de la presse écrite où le lecteur n'existait quasiment pas, en fait. C'est-à-dire que dans les rédactions, on se préoccupait très peu des lecteurs. La manière dont on fabriquait l'information, c'était une cuisine interne faite uniquement par des journalistes. Et je pense que le fait qu'on sache qu'est-ce qui est lu aujourd'hui marque un très très grand progrès dans la manière de faire les journaux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on en sait quand même beaucoup plus sur les goûts des lecteurs. Vous faites, vous, appel à la participation par un autre moyen, qui est celui d'une plateforme de blog. Comment est-ce que vous gérez cette participation des blogueurs? Est-ce qu'il y a une modération? Qu'est-ce qui ressort de cette En fait, c'est un petit peu la même expérience que Rue 89 d'une manière totalement différente. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 7, 8, 10 ans, on s'est retrouvé dans une situation des médias qui était très différente de celle qu'on avait pu connaître avant, avec une possibilité de dialoguer, une possibilité d'échanger, une possibilité pour chacune et chacun d'avoir un blog, un site personnel où il peut publier des choses, échanger des informations. Et comme Rue 89, d'une certaine manière, on s'est dit à ce moment-là, et particulièrement la personne qui a créé l'Atelier des médias, qui s'appelle Philippe Couve, s'est dit « je voudrais explorer de nouvelles manières de faire l'information ». Donc il a lancé cette idée de web émission participative. Donc il y avait aussi le côté web, c'est-à-dire qu'on va pas seulement diffuser notre émission sur les ondes de la radio, mais essayer de comprendre comment diffuser nos contenus sur le web. Et il y avait le participatif. Donc pour l'émission de radio, ce qu'on a fait pendant longtemps et ce qu'on fait moins maintenant, et je vais expliquer rapidement pourquoi on le fait moins maintenant, ce qu'on a fait, c'est que souvent on allait inviter quelqu'un comme Edoui Plenel, comme Laurent Mauriac, et dire à notre communauté, nous recevons tel jour telle personne, est-ce que vous avez des questions à poser, est-ce que vous souhaitez dire des choses, nous faire des remarques, etc. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que une bonne partie des contributions étaient de l'ordre du bon sens, c'est-à-dire que les questions qui allaient être posées, c'était des questions que nous, on pouvait imaginer et qui nous aidaient pas beaucoup, genre, je ne sais pas quand a été lancé Mediapart, pourquoi vous dites que c'est une actualité à 3 voix, etc. Mais il y avait aussi des gens qui s'y entendaient beaucoup mieux que nous sur certains aspects et qui allaient nous apporter quelque chose de positif. La difficulté, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire que maintenant, moi, je le fais moins parce que je suis dans un flux de production qui est très compliqué, que je n'ai jamais réussi à avoir nécessairement des équipes qui puissent m'aider à anticiper cela. Et du coup, souvent, je vais caler une interview du jour au lendemain et je ne vais pas nécessairement prendre le temps de faire participer. Mais c'était très, très enrichissant. Et juste un mot donc, sur Mondoblog. Mondoblog, c'est totalement différent. C'est l'idée en fait, on s'est rendu compte il y a 5-6 ans qu'on était on aimait surtout vers l'Afrique francophone. Donc on est en France, à Paris, en FM, mais sinon on est vraiment très fort en Afrique francophone. Et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de blogueurs autonomes dans ces pays-là, pour toutes sortes de raisons. Et on s'est dit, on va essayer d'aider les gens à passer le pas du blogging, parce qu'on croit beaucoup dans cette forme d'expression, en les accompagnant, en faisant une sorte de concours et en faisant de la formation. Donc c'est un projet qui est totalement différent, où là on laisse chacun libre de produire du contenu, mais on va arriver derrière en éditant un petit peu, en valorisant les meilleurs contenus et en imposant, par exemple, de ne pas faire de diffamation, de ne pas faire de plagiat, de ne pas faire toutes sortes de choses, en imposant une sorte de marque de qualité et en espérant que ça va essaimer autour et faire de l'émulation. Au fond, désormais, les journalistes et ceux qui prétendent détendre l'information, détenir l'information, ne sont plus seuls. Les citoyens sont là. Les citoyens peuvent les critiquer, peuvent les prolonger, peuvent les discuter, peuvent les rectifier. Nous sommes descendus de l'estrade. Il y a les professionnels qui ont fait de l'information un métier, mais il y a l'expérience concrète, donc les opinions, donc les savoirs, donc les connaissances, donc les informations des citoyens. Mediapart, notre façon de faire dans notre écosystème traduire ça, était de dire il y a un journal qui est fait par des journalistes. Ce journal, on en reparlera probablement sur votre modèle économique, se construit sur une adhésion d'un public qui se passe par un acte d'achat, qui crée de la valeur, qui crée un acte de confiance. Et la communauté de ce public
en même temps qu'elle veut lire ce journal, elle a accès à une libre publication comme elle le veut, dans ses commentaires, dans un blog qui est ouvert automatiquement pour chaque abonné. Et c'est une révolution que, y compris des institutionnels, n'ont pas compris. Aujourd'hui, la conférence de presse, ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas besoin que les journalistes aillent à la conférence de presse. Il suffit de faire des copier-coller, de faire une vidéo, de faire un site. Et puis, je le dis souvent, même à des associations, faites votre blog, racontez vos projets, racontez ce que vous faites, démultipliez par le lien vos initiatives. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un journaliste s'intéresse à votre cause. Vous pouvez l'alerter directement dans son univers. Et donc, le choix est en effet un choix de totale liberté. La modération chez nous est a posteriori, par des alertes qui sont faites par les internautes eux-mêmes, par rapport à notre charte, par rapport à des violations explicites. Nous sommes d'un point de vue politique très libéral, c'est-à-dire nous pensons que le peuple est intelligent, que quand quelqu'un dit une bêtise, il est capable de lui dire, comme au café, arrête tes conneries, quoi. Bon, et puis que tout ça va faire un débat public de meilleure qualité. Sachant qu'une des conséquences de l'acte d'achat, c'est que chez nous, personne n'est vraiment anonyme, au maximum pseudonymat, puisqu'il y a un acte d'achat d'identification. Alors, dans cette réflexion de Mediapart, et ça concerne votre projet Particité, dans cette révolution industrielle du numérique et qui a des conséquences d'ébranlement et y compris de proposer un nouvel imaginaire démocratique, à condition que nous sachions nous emparer des tuyaux, il y a des expériences très différentes selon les pays. Et en fait, dans la conception de Mediapart, l'expérience à laquelle nous nous sommes intéressés rejoint beaucoup votre démarche ici. C'est un site coréen, de la Corée du Sud, qui s'appelle Oh My News, son fondateur s'appelant Monsieur O, OH, et il existe toujours. Il y a même, vous pouvez aller le voir, une version en anglais. Ils ont essayé de l'exporter au Japon ou ailleurs, ils n'ont pas réussi. Alors, quelle est l'idée de ce site ? Et je voudrais dire ça par rapport à la situation et aux défis. Vous n'êtes pas les seuls, il y a d'autres, je le sais, d'autres journaux qui existent ici, mais il y a un vrai défi par rapport à l'information locale et par rapport à la crise de notre démocratie. En fait, il y avait une dictature en Corée du Sud et il y a eu un moment de transition démocratique. Mais la presse était liée à cette histoire de cette dictature. Donc même si c'était une transition démocratique, la presse était conformiste, la presse était suiviste, et au fond, plein de réalités d'en bas ne venaient pas en haut. L'agenda était conforme, c'était la pensée unique ou la pensée conforme, etc. Et donc M. O et d'autres journalistes se sont dit, nous on est journalistes, mais on va créer un site où les citoyens feront l'information. Et nous les aiderons à la faire. Et donc, voilà, vous êtes citoyen, vous êtes, y compris, il y a eu quelqu'un qui est devenu très célèbre, une femme au foyer, une dame du quartier populaire de Séoul, qui est devenue la reporter de la réalité concrète de ce que vivent les classes populaires, etc. Et aidée par les journalistes qui l'aidaient à éditer ses papiers et à faire ça. Et du coup, ce site a été le journal, entre cette dialectique entre des journalistes professionnels et la production des citoyens, pas seulement une production d'opinion, une production d'information, a été un très grand succès. Et vous voyez bien qu'en information locale en France, il y a un enjeu terrible là-dessus par rapport à toutes les barrières invisibles qui divisent nos villes, qui isolent les quartiers populaires, qui stigmatisent des populations au nom de leur origine, et ainsi de suite. Il y a des réalités sociales, des réalités économiques. Il y a plein de choses à faire surgir de cette façon. Ma seule recommandation, parce que si vous voulez être indépendant, il va falloir que le public vous suive, il va falloir que le public adhère, il va falloir que le public paye d'une manière ou d'une autre. Dans le cas de Oh My News, c'est un système de financement assez original. Non seulement, si on aime, on paye plus. C'est-à-dire, j'ai aimé ce reportage, là où je mettais 1 €, je vais mettre 10 €, je vais mettre 20 €, et ça va, voilà, parce que je l'aime. C'est-à-dire, ma façon de l'aimer, c'est de dire, je paye plus. Mais pour qu'on aime, il y a un risque que vous devez absolument éviter, enfin 2, j'allais dire.
c'est de tomber dans le conformisme. Les sujets, là, c'était une blague hein, qu'on a vue, hein, Hollande, homme à femme et tout ça. Bon, ça, c'est... Non, il faut que, justement, qu'on ait autre chose, qu'on ait de l'étonnement, de la surprise, de l'inédit, de la plus-value, quelque chose qui nous fait réfléchir, qui nous fait bouger, qui fait un débat entre nous, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit des infos. Parce que l'opinion, elle est partout avec le numérique. Et elle est libre. Et notre métier à nous, journalistes, c'est de produire des informations. Les citoyens, la liberté d'expression, c'est leur affaire. C'est pas la nôtre. On a des opinions, mais comme eux. Hein. Et donc, il faut produire ces informations qui rendent libres, qui permettent de comprendre ce qui se passe, qui permettent d'agir, qui permettent de combattre les préjugés, les propagandes, les clichés, etc. Mais voilà pourquoi votre projet est au cœur d'un enjeu démocratique. Je me essentiel. permets de vous couper 2 secondes. On a une question de Jacques Toledano, allez-y. Non, bonsoir. Et je crois que Grenoble, il se passe énormément de choses. Nous, on aide des associations à travers les Amis du Monde Diplomatique ou 4D à faire connaître ce qui se passe. Et même à chaque fois, quand on envoie les informations aux médias, mais les médias locaux ne les publient pas. 1 fois sur 10 publient. Pourtant, c'est des conférences qui attirent du monde, etc. Et moi, je trouve ça assez surprenant que lorsqu'on donne de l'information sérieuse où des citoyens s'impliquent pour venir débattre de tout sujet, nous, n'importe comment... Quand la démocratie va mal, c'est que l'information n'est pas bonne. Et quand la situation est grave, c'est que la démocratie n'est pas suffisante. À la différence des néolibéraux, quand ils disent qu'il y a trop de démocratie, on dit non, on peut résoudre le problème par plus de démocratie. Et là, je constate par exemple une chose. Pourquoi, après tout, cette presse conformiste, contrôlée par la pub, ou certains propriétaires quand même véreux, qui n'avouent pas pourquoi ils investissent de l'argent dans les médias alors que ça ne rapporte pas? Il y a très peu de médias qui rapportent. Donc, leur objectif, c'est de contrôler le contenu. Et j'aimerais savoir si, effectivement, vous allez prendre le courage démocratique de tout ce qui vient de la part de groupes ou d'associations qui a des choses à dire. Est-ce que vous le publierez? Ou est-ce qu'à Mediapart aussi, ils le publient? Et à partir du moment où il y a du monde, il y a débat, pourquoi faut-il censurer? Pour ce qui est de la question, c'est un peu compliqué parce que il y a quand même dans le travail du journaliste, effectivement, cette notion de ce qu'on appelle le gatekeeping en anglais, en fait, c'est-à-dire le fait de filtrer les informations. Enfin, c'est ce que vous disiez. Donc, il y a une décision. C'est-à-dire que c'est censé être le journalisme est censé être dans les compétences du journaliste. Il y a effectivement le fait de pouvoir porter un jugement qui est un jugement d'autorité sur ce qui est important et ce qui va apporter quelque chose avec les critères que Edoui a énoncés tout à l'heure au lecteur. C'est ce qu'on attend aussi des journalistes. C'est pas simplement d'être un... Pour ce qui est de la question, c'est un peu compliqué parce que il y a quand même dans le travail du journaliste effectivement cette notion de ce qu'on appelle le gatekeeping en anglais, en fait, c'est-à-dire le fait de filtrer les informations. Enfin, c'est ce que vous disiez. Donc il y a une décision. C'est-à-dire que c'est censé être le journalisme est censé être dans les compétences du journaliste. Il y a effectivement le fait de pouvoir porter un jugement qui est un jugement d'autorité sur ce qui est important et ce qui va apporter quelque chose avec les critères que Edoui a énoncés tout à l'heure au lecteur. C'est ce qu'on attend aussi des journalistes. C'est pas simplement d'être un pur... L'autorité de qui? Donnée par qui? Alors, en fait, si vous voulez, c'est quand même la différence entre des médias qui ont quand même cette fonction de hiérarchisation de l'information et des plateformes qui sont des plateformes complètement ouvertes. Et ça, c'est un apport d'Internet. C'est un apport d'Internet, mais disons que c'est une autre catégorie. Rien ne vous empêche de créer un blog, d'être sur Twitter, comme disait Edoui tout à l'heure, en fait, finalement, vous pouvez devenir vous-même votre propre média, et c'est ça qui est formidable avec Internet.
Voilà. Alors maintenant, pour ce que vous disiez sur le modèle publicitaire, effectivement, je pense qu'il y a des grosses dérives. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a quantité de journalistes qui vont produire la même information. C'est-à-dire qu'ils vont répéter indéfiniment les mêmes dépêches, les reprendre sous une forme à peine réécrite. Et ça, c'est effectivement un dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement qui est pas quelque chose de correct et qui effectivement est lié en grande partie au modèle publicitaire. Ziad Malouf, vous vouliez intervenir ? En vous écoutant, j'ai l'impression que, en fait, il peut y avoir une difficulté de compréhension quand on parle de cas aussi généraux. J'ai l'impression que vous avez des cas très particuliers, vous savez exactement de quoi vous parlez, de quels médias vous parlez. Et nous, quand vous nous interrogez sur un cas plus général, on va vous parler de généralité. Du coup, on ne va pas vraiment se comprendre. Mais je suis tout à fait d'accord avec les remarques qu'a fait Laurent, mais ça s'applique peut-être pas à votre situation telle que vous la décrivez. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'a dit Edoui aussi quand il a dit qu'ils ouvraient leur plateforme de blogging aux associations qui veulent faire savoir des choses, etc. Donc évidemment, aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer par le canal d'un média institué pour diffuser de l'information massivement et la rendre accessible à tout le monde. C'est ce qu'on appelle Internet et c'est vraiment la révolution. Maintenant, faire couvrir des événements par des journalistes, comme le dit Laurent, eh bien, c'est vrai qu'il faut faire un choix parce que quand on est journaliste, on va être sollicité par des dizaines et des dizaines de choses. Vous, votre perception, et je suis sûr que si vous le sentez comme ça, c'est qu'il y a certainement de la réalité dedans, c'est que vous êtes un petit peu écarté de certains canaux de diffusion, peut-être plus la presse papier d'ailleurs que de la presse Internet, parce que sur Internet, dans la mesure où on n'a pas de limite de place et qu'en plus ce qui ne va pas être publié chez vous va l'être sur Facebook ou ailleurs, eh ben, un journal n'a pas intérêt. D'ailleurs, Mediapart, par exemple, a ouvert ses blogs à tout le monde, c'est-à-dire tout le monde peut publier sur le site de Mediapart n'importe quelle information, et c'est le cas du Monde aussi, où il y a une partie des blogs qui était totalement ouverte, qui était peut-être pas celle qui allait être valorisée, etc. Non, pas sur Le Monde, peut-être pas. Enfin, en tout cas, c'est le cas de beaucoup de médias. Non, mais l'idée, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Après, si on publie dans un océan qui n'est pas mis en valeur ensuite par l'organe en question, sur Internet, ça n'a pas effectivement de valeur. Donc, c'est là où je pense qu'il y a une petite difficulté de s'entendre, et peut-être que si vous aviez un exemple un peu plus précis, on pourrait être plus d'accord ou analyser véritablement la censure possible, etc. Juste un mot sur le modèle économique. Mediapart a choisi, et c'est exemplaire, de s'appuyer sur des abonnements, et je pense que quand ils ont fait ce choix-là, Edoui et l'équipe de Mediapart le rappellent souvent, tout le monde les a pris pour des fous, et avec le recul, on peut dire qu'en fait, ils avaient vraiment compris, je pense, la situation nouvelle. Parce que on est aujourd'hui dans un monde où, on l'espère, ça va durer. Il y a une liberté très grande de diffusion d'informations. Et aujourd'hui, alors qu'on était dans un monde avant où c'était beaucoup plus difficile et où les canaux de diffusion étaient beaucoup plus souverains, étant dans un monde où c'est beaucoup plus simple de diffuser, eh bien ça encourage peut-être le journalisme à être de plus en plus rigoureux et à effectivement ne pas dépendre, comme vous le disiez, soit d'investisseurs dont on ne sait pas trop quels sont leurs intérêts, soit de la publicité qui nécessairement va créer du conflit d'intérêts, etc. Donc voilà, donc je pense qu'en tout cas on se comprend tous et on se rejoint tous dans votre analyse. Bonsoir, Pedro Lima, je suis journaliste scientifique. Je voulais vous demander, pour recentrer un petit peu sur Particité, quel est justement votre modèle économique, d'où venez-vous, est-ce que vous avez levé, entre guillemets, des fonds pour lancer ce projet, est-ce qu'il y a eu, je crois que j'ai vu le terme de KissKissBank là, sur la petite vidéo que vous avez faite, donc est-ce que vous avez fait un crowdfunding, combien? Et puis l'équipe en particulier, moi ça m'intéresse de savoir si vous êtes des jeunes journalistes, si vous sortez d'une école, si vous avez envie vraiment de vous réaliser dans ce projet-là, et comment vous voyez cette position de journaliste dans un monde où finalement, si j'ai bien compris, les sujets vont vous être un petit peu imposés, même si le terme n'est pas péjoratif, par vos propres lecteurs. Alors, nous sommes 5 étudiants en journalisme, donc on est encore étudiants en journalisme à l'école de Grenoble. On a lancé ce projet au début de l'année. Effectivement, on a commencé par un financement participatif sur KissKissBankBank, donc on a recueilli un peu plus de 2500 € de financement participatif d'une centaine de contributeurs à peu près.
Comment on voit notre rôle de journaliste? Effectivement, notre but, c'est de pérenniser ce média. Aujourd'hui, on n'a pas envie que ce soit uniquement un média qui nous accompagne le temps de finir l'école, mais de le pérenniser. Notre modèle économique, c'est de compter sur nos abonnés. On sait que pour compter sur nos abonnés, il faudra les attirer, il faudra leur donner quelque chose, il faudra avoir une ligne éditoriale et des productions. Notre idée, c'est de partir comme l'expérience dont parlait Edoui Plenel sur un prix libre, c'est-à-dire que les gens pourront donner 1 € par mois au début, et puis si ce qu'on produit leur plaît, ils pourront ensuite donner beaucoup plus. Donc c'est exactement le modèle dont vous avez parlé. Et on souhaite également éviter la publicité, comme Mediapart, et éviter les subventions. Mais on sait que pour cela, il faudra créer une communauté, et c'est ce à quoi on va s'atteler dans les prochains mois. Oui, Edoui Plenel. On vient aux choses essentielles. Et j'insiste parce que, et Ziad le rappelait, si vous voulez, on est tous baignés de cette histoire et on fait notre chemin en marchant. J'ai employé cette formule, révolution industrielle, c'est une formule que j'emploie tout le temps pour faire comprendre qu'il y a une réalité. Je n'aime pas le mot crise qui nous tombe d'en haut comme une fatalité et après on nous dit il n'y a pas d'alternative, payez la dette et taisez-vous. Il y a une révolution industrielle objective comme à la fin du 18e, comme à la fin du 19e. À chaque fois, il y a un moteur technologique, la machine à vapeur, l'électricité, le numérique. Et à chaque fois, ça accompagne d'immenses ébranlements culturels, sociaux, géopolitiques, économiques, des inégalités nouvelles, des batailles entre les détenteurs du capital et ceux qui créent la richesse par leur travail, et aussi des aspirations démocratiques nouvelles. Quand on prend les deux précédentes, on voit bien à quoi ça correspond. Donc on est dans ce moment-là, on traverse ce moment-là, et y compris ce qui se passe autour de nous, autour de la Méditerranée depuis 2011, révolution, contre-révolution, montre que nous sommes dans ce moment-là. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que cette question du mode de commercialisation de l'information rejoint pour moi, du modèle économique, un enjeu démocratique essentiel. Et Laurent l'a dit tout à l'heure, le modèle du tout gratuit, tout publicitaire, au début, c'est formidable, on se dit tout est ouvert, tout est gratuit. Ce n'est pas une gratuité démocratique, ce n'est pas la gratuité de l'échange, du partage, c'est une gratuité payée par la pub. C'est un modèle qui, au bout du compte, quelle que soit la bonne volonté des producteurs d'information, a une incidence sur les contenus. Pourquoi? Parce que c'est la logique de l'audience, c'est la logique de la masse, de la foule, du clic, et du coup c'est la logique du buzz, du flux, du people, de la superficialité. Et ce sont, on le voit très bien dans l'évolution, y compris le contraste entre ce qu'était une presse imprimée et comment elle se retrouve sur le numérique et qu'est-ce qu'elle adopte comme ça. Et ce ne sont pas des petites questions. Ce soir, en une de Mediapart, vous avez un article où, à contre-courant, nous interpellons le traitement médiatique partout, uniforme, du lancement de la fondation Vuitton par l'homme le plus riche d'Europe, l'homme de la LVMH, propriétaire du seul quotidien économique de France, de radio classique, etc. Et nous pensons qu'il y a derrière, dans le traitement d'un événement culturel, mais c'est pas n'importe quoi comme événement culturel, avec tout l'État qui se... il y a ces rapports sulfureux, ce mélange des genres entre le plus gros annonceur et l'information. Donc pourquoi je vous dis ça ? C'est quelle est la faille actuellement du projet Particité. Et ça, je le dis parce que ça sert à ça ce soir. Il faut partir avec plus de moyens. C'est tous ceux qui... On a eu ce débat au lancement de Mediapart et on a été moqués au début. Les gens disent mais ils avaient qu'à faire leur petite start-up. Petite start-up, le blog de Plenel, ça intéresse personne. Enfin, je veux dire, ça intéressera mes amis, etc. Mais ça ne crée pas un journal. Pour créer ce journal, il fallait des contenus. Pour créer des contenus, il fallait une équipe. Pour avoir des contenus, il fallait pouvoir payer, et c'était notre engagement, pendant 3 ans, des salaires corrects. Et que le numérique ne soit pas synonyme de précarité. Et donc, c'est un enjeu, puisqu'ils ont choisi, à juste titre, l'idée « on ne vit que de nos lecteurs », seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, pas de mécènes, pas de pub, pas d'argent public. Il y a là un enjeu essentiel pour arriver à construire ce laboratoire. Parce que je redis, ce laboratoire, moi je viens
je ne les connaissais pas. Hein, je viens spontanément à toutes les initiatives qui peuvent se créer en région. Nous avons créé avec Laurent et d'autres le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Mais depuis que nous sommes créés, le secteur où il y a plus de morts, c'est l'information locale. C'est les sites d'information locale, départementale ou régionale. C'est là à Toulouse, à Amiens, à Dijon, et j'en passe. Et c'est un vrai problème. Et c'est un problème lié au manque. Il y avait de la bonne volonté, il y avait le choix progressif du bon modèle, il faut qu'on vive avec nos lecteurs et pas d'expédients, mais il n'y avait pas assez d'argent pour tenir. Et là, je ne connais pas les chiffres exacts de Particité, hein, mais c'est un enjeu essentiel, parce qu'il faut arriver à être au rendez-vous de cette demande. Mais c'est un enjeu important. Je dis juste, au passage, sans vous faire trop peur, l'impact de l'information locale dans les 14 municipalités tenues par le Front National, quand on est conformiste sous tous les régimes. Hein. Et donc, c'est des questions très concrètes pour ceux qui vivent dans ces villes. Hein, et c'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est plus seulement du suivisme, hein, c'est aussi une brutalisation des quartiers populaires, de nos compatriotes de culture d'origine ou de croyance musulmane. Il se passe des choses dans ces villes, mais il se passe des choses sans que nous voyions dans la presse locale, dans la presse traditionnelle, avec, vous savez, la situation de monopole de quotidiens régionaux, eh bien, de sursaut démocratique, de sursaut de dynamisme, hein, qui secoue cela. Et donc, pour moi, cette question, encore une fois, de la vitalité de l'information dans les territoires, un îlot Mediapart ou Rue 89 ou d'autres, fait comme ça en presse dite nationale, même si voilà, c'est une presse sans frontières, le numérique, ne suffira pas à répondre à cette question, hein, qui est essentielle. Voilà. Il y a une autre question dans le public. Pourquoi refuser de bénéficier d'aides qui n'ont aucune contrepartie, si ce n'est, ça peut que être bénéfique? D'aide publique, vous voulez dire ? Non, quand je disais peut-être je me suis trompé. De fait, le financement participatif, c'est comme être mécène. C'est donner de l'argent sans devenir actionnaire. Je parlais de ces soi-disant actionnaires qui, en effet, ne font pas une presse rentable, mais qui achètent de l'influence. C'est-à-dire, et qui se présentent comme des mécènes. Monsieur Xavier Niel, en sauveur de la presse, monsieur, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup comme ça. Mais en fait, ils achètent de l'influence. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est de cela dont je parlais. Mais si vous faites du financement participatif pour Particité ou pour un autre journal ici même, vous êtes mécène. Hein. C'est-à-dire que vous... Voilà, et ça, je trouve ça sain. Hein. C'est-à-dire que vous donnez de l'argent, et vous donnez de l'argent sans vouloir tenir ce journal et être son actionnaire. Tandis qu'eux, ce sont des mécènes intéressés. C'est de cela dont je parlais. Voilà, à Particité, on ne refuse pas le mécénat par des citoyens, par des personnes. On refuse en revanche le mécénat par des personnes parce qu'elles sont PDG de telle boîte en tant qu'entreprise. Mais par contre, si un PDG veut en tant que citoyen nous donner de l'argent, il est tout à fait libre de le faire comme n'importe qui dans un financement participatif. Je voulais me tourner vers vous, Laurent Mauriac, à propos justement du modèle économique. Quand vous parlez de votre travail et de votre nouveau média, vous évoquez vous comparez au rôle d'un boulanger au coin de la rue, en disant que le boulanger doit d'abord penser à vendre ses produits de qualité avant de penser à se vendre à des annonceurs. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu cette métaphore ? Par rapport au modèle publicitaire, bon, moi j'ai cofondé Rue 89 et on est parti sur l'idée d'un modèle publicitaire à une époque, en 2007, où en fait ça nous a paru, le choix qu'on a fait, c'est de se dire, avec le numérique, on n'a plus les frais de fabrication du papier, on n'a plus les frais de distribution, et le modèle publicitaire peut nous permettre de démocratiser l'information, c'est-à-dire de la rendre accessible à beaucoup plus de gens, sans obstacle financier, sans avoir à payer pour avoir l'information. Et de fait, aujourd'hui, c'est un discours qui est repris par beaucoup de médias, notamment Le Monde ou Libération, qui va très mal, mais c'est vrai que jamais ils n'ont eu autant de lecteurs. Ça peut paraître paradoxal au regard de leur situation économique, mais il y a quand même une vérité quand on regarde les chiffres d'audience. Jamais ces journaux n'ont eu autant de lecteurs qu'aujourd'hui. Et je pense quand même qu'il faut considérer que c'est un progrès.
Alors après, on peut porter évidemment tous les jugements qu'on veut sur leur production, mais je crois qu'il y a quand même dans cet accès facilité par Internet et par ce modèle publicitaire, à mon avis, enfin je pense qu'il y a quand même un progrès. Maintenant, ce modèle crée des dérives, et là je suis évidemment complètement d'accord. Pourquoi ça crée des dérives ? Parce que ça tend vers une uniformisation de l'information. Le modèle repose sur le fait d'avoir le plus d'audience possible. Pour avoir le plus d'audience possible, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a 2 leviers énormes. Il y a un levier qui s'appelle Google News ou Google Actu, et qui est basé sur un algorithme. Et cet algorithme fait en sorte que plus vous allez traiter l'information que tout le monde traite, mieux vous allez être mis en valeur et mis en avant. Donc résultat, un comportement complètement moutonnier de tous les médias qui vont, ce que je disais tout à l'heure, recopier en termes quasiment identiques les mêmes articles avec un gâchis de ressources considérable. Pourquoi ces journalistes ne sont pas utilisés à faire des enquêtes, à faire des reportages ? Non, ils vont recopier les mêmes contenus. Donc ça, c'est une dérive terrible. Les réseaux sociaux créent... Alors là, on n'est plus forcément dans l'uniformisation, mais dans le nivellement de l'information. C'est-à-dire que vous allez avoir un flux d'informations où vous allez avoir un chat qui joue du piano, et après vous allez avoir Kobané, et tout ça dans une espèce de fil indistinct où on perd totalement pied en fait, on perd totalement la notion de hiérarchisation de l'information. Et aujourd'hui, vous avez des médias qui se créent uniquement, c'est le cas de quelques médias aux États-Unis, notamment un qui est assez connu qui s'appelle BuzzFeed, qui se créent uniquement en reposant là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont aussi analyser les algorithmes, etc., qui vont tester des titres, qui vont tester jusqu'à une 20aine de titres différents pour déterminer quel est le meilleur titre qui va créer le plus de trafic en provenance de Facebook. Donc là, effectivement, je pense que là, on est vraiment dans une dérive, et c'est clairement, c'est un modèle qui est pas satisfaisant. Donc effectivement, moi venant de ce modèle publicitaire, ça m'a fait réfléchir, Et il y a aussi une chose qui m'a pas mal ébranlé, c'est un article que j'ai lu dans le Guardian il y a à peu près 1 an et qui était titré Arrêtez de vous informer, ça sera meilleur pour votre santé et vous serez plus heureux. Pourquoi ? Parce que cette consommation répétée d'informations qui finalement vient à nous de manière indistincte, en fait, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Par rapport à ce que disait Edoui tout à l'heure sur le rôle de l'information, sur la formation des opinions, sur le fait que l'information doit nous permettre d'être un bon citoyen, qu'est-ce que ça nous apporte ? Et c'est comme ça que finalement, effectivement, moi j'en suis venu à un projet assez différent et aussi à un modèle économique assez différent. Et en fait, ce que vous disiez sur le boulanger, c'est tout bête. C'est-à-dire quand on fait un bon produit, enfin moi j'ai personnellement pas peur de ce mot parce que la presse c'est aussi un produit. Quand on fait un bon produit et quand les gens pensent que c'est un bon produit et trouvent que c'est un bon produit, ils ne se posent pas la question de l'acheter, de le payer. Et ce que je disais sur le boulanger, c'est tout bête, c'est que quand vous allez chez le boulanger, vous ne vous posez pas la question de sortir une pièce pour la donner, et votre pain n'est pas financé par de la publicité. Voilà, c'était ça. Moi, je voudrais revenir, donc toujours dans la même démarche qu'Edoui, vous faire une critique, mais revenir sur une critique constructive, revenir sur l'idée de participatif, parce que je crois que la première partie était dédiée à la question du participatif, et donc on vous voit dans la vidéo, il y en a 4 qui sont assis, un qui est donc au tableau en train d'écrire les sujets, c'est ça, hein, je me trompe pas, ouais. Il y en a 4 qui partent ensuite en reportage, c'est ça, donc voilà. Ça. Donc si vous voulez vraiment faire du participatif, à mon avis, il faut qu'il y en ait 2 qui restent là pour communiquer avec la communauté et éventuellement 2 qui partent en reportage. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Donc il y a toute une idéalisation peut-être de la démocratie participative en ligne, de la participation des individus, etc. Il faut être réaliste, ça prend énormément de temps, il y a énormément de gâchis, il y a énormément de perte de temps, il y a quelque chose sur Internet qui s'appelle des trolls, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, et ça fait perdre du temps. Alors ça, c'est vraiment l'expérience de Rue 89, mais le message, c'est il faut pas être naïf sur l'apport de la masse aussi et l'apport de la foule. Si la foule était si intelligente, l'audience de journal de TF1 serait peut-être moins importante aussi. Donc il faut pas être naïf.
safe. Et sur Internet, c'est un monde libre. C'est-à-dire que les gens qui ont des idées arrêtées, des choses comme ça, et qui vont venir vous polluer et vous donner de mauvaises idées, existent aussi. Je suis sûr qu'ils ne sont pas du tout dans cette salle, mais ils existent aussi. Donc il faut aussi être réaliste et savoir que la foule, il faut être à l'écoute. Il faut être ouvert, mais il ne faut pas croire aussi que toutes les réponses vont venir des gens et de la masse et de la foule. Ils peuvent apporter plein d'éléments, mais vous aussi, vous avez un métier, vous avez une fonction, vous avez peut-être pas en tout cas des idées, certainement, des idées de ce que c'est que la démocratie, de ce qui est important pour votre ville et de ce qui n'est pas important nécessairement de défendre en termes d'opinion, mais en tout cas de traiter pour que les gens comprennent quels sont les enjeux de l'eau, quels sont les enjeux de telle chose, etc. Voilà. Bonjour. Je m'excuse. Dieu parle. Je vais participer rapidement, mais parce que ça prolonge ce qui vient d'être dit. Alors, comme j'avais peur qu'on me vole ma question, qui est un peu à râler pâquerette, c'est pour revenir sur le modèle comme que vous avez décrit au début, c'est-à-dire on tombe sur une page où il y aurait donc 4 ou 5 rubriques. Si j'ai bien compris, on choisit des sujets, et si le sujet ne plaît pas, on en propose un autre. Alors, en fait, ma question, c'est si on admet que vous avez beaucoup de succès, donc vous allez avoir beaucoup de propositions de beaucoup de sujets, si vous voulez, ça va poser un problème de choix, parce que comment vous allez choisir parmi toutes ces propositions, enfin, je fais une hypothèse heureuse, si vous voulez, et puis des problèmes de reformulation en même temps, parce que ce qui s'est vu dans le petit film, c'est qu'une question peut être... Enfin, ce qui est important, c'est la formulation pour orienter en même temps la recherche d'informations. Je complète ma question en revenant sur la distinction qu'a fait M. Plenel entre l'opinion et l'information. Ceci dit, les deux ne sont pas déconnectés, puisque choisir l'information, c'est aussi prendre une direction et donc faire des choix. Donc tout ça pour conclure en disant, vous êtes notre rédacteur en chef, c'est bien, mais vous aussi, vous avez une position importante quand même de rédacteur en chef. Alors, de rédacteur ou de... Oui. Donc pour répondre à tous les deux, effectivement, on aura à cœur d'entretenir la communauté et de filtrer, de reformuler les sujets. On sait qu'on aura des sujets qui seront absurdes ou des sujets qui nous paraîtront nuls, tout simplement. On a bien l'intention de modérer, de filtrer les sujets. Donc effectivement, on fait confiance aux lecteurs pour proposer des idées. Après, nous, on garde notre position, notre compétence de journaliste et on fera une modération de ces sujets tout en restant en lien avec la communauté et tout en gardant le contact avec eux. Quant à la question de savoir si on a trop de sujets, pour l'instant, c'est pas une problématique qu'on a. En revanche, on aura la possibilité de faire tourner les sujets dans chaque rubrique de manière plus régulière. On aura aussi la possibilité, si on a suffisamment de sujets, c'est aussi qu'on aura suffisamment d'abonnés, donc de grandir, d'en faire plus. On est parti sur un modèle d'un sujet par semaine. On aura la possibilité, si on a une équipe plus importante, de les traiter de manière plus efficace. Donc oui, on aura un rôle de modération et de choix, mais il se fera sans cesse en lien avec la communauté. On a une autre question du public ici. Bonsoir. Je n'avais pas vraiment prévu de participer à votre soirée et à votre débat, mais je suis absolument contraint par une personne qui est probablement ici, qui a garé son VTT bleu de telle sorte que je ne peux plus du tout enlever le mien. Donc j'aimerais lui faire entendre mon désarroi, qu'il vienne rapidement, s'il vous plaît, me libérer. Le cas échéant, lui non plus ne pourra pas partir avec son vélo parce que, en revanche, je le canasserai moi-même. Merci beaucoup et pardonnez-moi. Est-ce qu'on a une autre question qui ne porte pas sur les VTT ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Au moins, un rédacteur en chef, le mot chef, c'est pas le plus important. Il est garant d'une ligne éditoriale. Et dans votre projet, où est la ligne éditoriale ? Puisque vous allez répondre et vous soumettre quelque part au vote de la communauté qui va vous dire, moi je veux nous on veut que vous traitiez tel sujet, ce qui est une chose intéressante, mais comment va-t-on vous dire et qui va décider de comment on va traiter le sujet, ce qui n'est pas la moindre des choses en matière de journalisme. C'est l'équipe des journalistes qui choisira de l'angle et de la manière de traiter le sujet, sachant qu'on a des principes qui font partie de notre ligne éditoriale, c'est de traiter des sujets sur le long terme, sur du long format, et de traiter des sujets d'enquête
essentiellement. Donc on ne prendra pas des sujets tels quels pour recracher une information, mais on aura effectivement notre compétence de journaliste pour angler nos sujets et pour les traiter de la manière dont l'enquête nous permet de le faire. Moi, il y a une question qui me taraude, c'est comment je vais savoir que vous dites la vérité, que vous avez mis les moyens pour avoir la vérité et que vous êtes garant d'une vérité comme il y a un serment d'Hippocrate pour le médecin. Parce que moi, par exemple, Mediapart, au début, j'avais pas confiance. Et il m'a fallu du temps, quoi, pour... Et comment un journaliste est garant de cette vérité qui quand même est aussi importante que le modèle économique? C'est même plus important, hein, je pense, puisque c'est la crédibilité, puisque c'est de ça dont vous parlez. Et je vais laisser Edoui répondre, puisque vous avez cité Mediapart, mais la crédibilité, c'est la seule richesse du journaliste. Si on ne le croit pas, il n'a aucune valeur et aucune valeur ajoutée. C'est du spectacle, c'est du divertissement, mais c'est pas du journalisme. Le journalisme, c'est une fonction d'apporter des éléments de réflexion, d'apporter des vérités dans les sociétés pour qu'on puisse discuter et en ayant des choses sur lesquelles on peut s'arrêter en se disant voilà, ça c'est comme ça et ça c'est comme ça. Et par rapport à la remarque sur l'opinion, on distingue les articles d'opinion qui sont des articles où la personne dit voilà, je pense que telle et telle chose, je pense que telle et telle chose. Ça ne veut pas dire que le journaliste n'a pas d'opinion, mais ça veut dire qu'il y a des articles où l'objet n'est pas de dire ce qu'on pense, c'est aussi de confronter différentes réalités, poser des enjeux, aller voir à gauche et à droite et pas mettre en avant ce que nous pensons nous-mêmes. Mais évidemment que c'est totalement subjectif, le choix de l'article, le choix des personnes que nous allons voir, etc. Et on ne peut pas se mentir. C'est pas un mensonge d'ailleurs, mais ça n'est pas un article d'opinion. C'est simplement ça la distinction. Une partie de la réponse, c'est Internet en fait. Parce que effectivement, je pense que vous avez raison. Pour moi, la crise de la presse, c'est en très grande partie une crise de confiance entre les médias et le public. Et il y a un sondage qui est terrible pour la profession, tous les ans, qui est publié par La Croix et qui montre une confiance très faible du public vis-à-vis des médias. Et je pense que avec Internet, les journalistes sont beaucoup plus redevables et sont en fait sous surveillance, mais d'une manière positive. Et je pense en outre que Internet, c'est aussi un outil pour les journalistes pour renouer des relations, en fait, pour créer des relations avec leurs lecteurs, et que c'est en créant ces relations qu'un lien de confiance peut se construire. Moi, j'ai travaillé pendant 12 ans à Libération. Je disais tout à l'heure qu'il y avait vraiment une coupure. Les journalistes faisaient leur cuisine dans leur coin, sans lien finalement avec les lecteurs. Et Internet est un énorme progrès par rapport à ça. Nous, ce qui nous a donné l'idée de Rue 89, c'est d'avoir tenu des blogs. Moi, j'étais correspondant de Libération à New York, et j'avais un blog et qui me permettait de rentrer en contact avec mes lecteurs, qui parfois me faisaient des critiques et auxquels je répondais. Et c'est ce lien qui finalement permet de créer la confiance. Et c'est ce lien qui, à mon avis, aujourd'hui, n'est pas suffisamment exploité par les médias, justement pour établir cette confiance. À quoi ça sert un journaliste? Parce que c'est la bonne question, au fond. Pourquoi il y a des journalistes? Puisque, voilà, il y a un espace public, on a tous des idées, on a tous des expériences, on a tous des opinions, on a tous des connaissances. Donc, à quoi ça sert un journaliste? Pourquoi il y a besoin d'une compétence particulière des journalistes? Et pourquoi il y a besoin parfois de fouetter les journalistes, de ne pas être content, de leur en vouloir beaucoup, de ne pas être au rendez-vous de ce à quoi ils devraient servir, de leur raison d'être démocratique et sociale? Ma définition, assez classique, mais si on l'écoute bien, assez exigeante, c'est que des journalistes, leur métier, c'est de produire des informations d'intérêt public pour que les citoyens soient libres et autonomes. C'est-à-dire que face au bulletin de vote et à toutes nos discussions autour d'une élection, il y a quelque chose d'aussi important, c'est que je sache ce qui me concerne, ce qui est fait en mon nom, et que je le sache justement là où on ne veut pas me le montrer. Tout ce qui est caché, tout ce qui est voilé, tout ce qui est déformé par la propagande, par les mises en scène du pouvoir. Donc, c'est une exigence très précise, une information d'intérêt public. Une information d'intérêt public, c'est pas ajouter de la passion à l'émotion quand il y a un débat sur le terrorisme.
C'est essayer de comprendre la complexité de tout ça. Et tout ça vient ce qui se passe en Irak. Une information d'intérêt public, c'est pas se contenter du déclaratif des pouvoirs, c'est voir ce qu'il y a derrière. C'est pas se contenter de dire qu'il y a un ministre du budget qui va mener la lutte contre la fraude fiscale. S'il fait le contraire pour ce qui le concerne. Et du coup, en publiant cette information, tout d'un coup, on fait une véritable accélération de la lutte contre la fraude fiscale. Bon, alors, si on dit cela, il y a des conséquences. La première obligation, en effet, c'est par rapport à la vérité. Alors, c'est quoi la vérité? C'est là où je reviens sur la distinction opinion-information. Nous avons tous des vérités d'opinion, tous. Et chacun, les journalistes, comme tout le monde. Et dans ces vérités d'opinion, il y a un partage entre nos convictions, nos engagements, nos préjugés, nos croyances. Voilà, ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, ce qui nous fait peur. Bon, il y a des vérités d'opinion, il y en a des milliers, il y en a des raisonnables, il y en a des pertinentes, mais il y en a aussi d'effroyables. Et l'origine ne protège de rien. Hein. On n'est pas toujours détenteur de la juste vérité d'opinion. On bouge. Hein. On bouge. Et c'est ça le propre d'une démocratie. Et qu'est-ce qui va nous faire bouger? Les autres vérités qui créent le mouvement par rapport à nos vérités d'opinion. Et celles-là sont beaucoup plus fragiles et sont beaucoup plus essentielles à défendre. Elles ont un petit v et elles ont un pluriel. Ce sont des vérités de fait, qui sont recoupées, qui sont vérifiées, qui sont sourcées, qui sont documentées. Et c'est là où il y a un travail essentiel. Et que ce que nous avons appris, nous qui venions de la, entre guillemets, vieille presse, la presse imprimée, c'est que le numérique, contrairement à l'image que donne le flux, que donne l'apparence du numérique ou sa diabolisation par des gens qui sont déstabilisés par ce nouvel espace démocratique, nous avons la conviction qu'il permet de faire un meilleur journalisme. Grâce au lien hypertexte, grâce à sa profondeur, il permet de faire un journalisme mieux documenté, mieux enrichi, plus durable. Et grâce au participatif, il permet de faire que le journaliste n'a pas le dernier mot, que le journaliste peut être corrigé, peut être rectifié, peut être complété, peut être alerté. Et donc, du coup, je pense que c'est un écosystème bien meilleur si on est au cœur de cette définition-là. De cette définition-là. Mais quand vous voyez que dans les librairies, je suis désolé, aujourd'hui, et là c'est votre problème, c'est pas le nôtre seulement, c'est le problème de la France et du débat public entre nous. Les deux best-sellers sur du papier. Non, pas Please, parce que l'un est fait par une journaliste qui viole toutes les règles de sa profession, qui se pense en reportage en étant la compagne d'un président de la République, qui va dans la chambre à coucher, et ainsi de suite. Ok, d'accord. Et quand est l'autre? Je suis désolé, il est journaliste aussi, dans plusieurs médias. Et qu'est-ce qu'il fait? Uniquement l'opinion, mais en l'occurrence une opinion qui n'a aucun rapport avec la réalité. Il est raciste, il est islamophobe, il est xénophobe, il est homophobe, il est sexiste et il est pétainiste. Bon, on fait pas mieux, hein? Eh ben, c'est les deux best-sellers actuellement. Vous avez parlé du numérique, on va passer... On va passer tout de suite à la deuxième partie du débat. Avant, il y a une dernière question sur... Bonsoir, donc je me présente, je suis cofondatrice de Place Grenette, qui est un média également participatif, lancé il y a 1 an et demi sur Grenoble. Et je tiens à intervenir ce soir et à rebondir tout d'abord sur cette question de confiance. Vous me donnez une bonne transition, parce que pour le coup, vous ne m'avez pas inspiré confiance avec votre projet. En effet, vous avez passé sous silence un certain nombre de réalités et je suis contente quand même que vous ayez rétabli l'une d'entre elles, à savoir le fait que vous êtes étudiant, ce qui ne figurait pas du tout dans les communiqués que vous avez envoyés à l'ensemble de la presse locale, régionale et nationale. Donc je trouve que déjà c'était un petit peu malhonnête de votre part. Je n'ai rien contre les étudiants, j'enseigne à l'université, vous savez très bien, puisque vous faites partie des étudiants que j'ai eus l'année dernière. Voilà, je tenais quand même à ce que les choses soient précisées. Pour ma part, j'ai 15 ans d'expérience dans le métier. J'ai travaillé pour la presse nationale, j'ai commencé à Paris, j'ai fait mes armes, comme la plupart des journalistes. J'ai été longtemps pigiste, j'ai été en rédaction aussi.
Et j'ai décidé, il y a 1 an et demi, de lancer Place Grenette. Alors effectivement, c'est une histoire très difficile que de lancer un média indépendant. Monsieur Plenel en a parlé, on y reviendra, je ne vais pas monopoliser la parole, rassurez-vous. Je pense que ce fera l'objet de la deuxième partie. Je tiens toutefois à me réjouir, malgré les maladresses que vous avez faites sur lesquelles je vais revenir, je tiens toutefois à me réjouir du lancement d'un nouveau média sur Grenoble, parce que je pense qu'il est bon, qu'il y ait beaucoup de médias. Le monopole, ce n'est pas bon. La PQR est très forte. La presse papier avait été dominante jusqu'à maintenant. Avec le web, je trouve que c'est très bien parce qu'il y a des paroles qui s'élèvent ici et là. Et le fait que des jeunes journalistes lancent leurs médias est une bonne chose. Je tiens aussi à vous féliciter d'avoir fait venir Monsieur Plenel, Monsieur Malouf et Monsieur Mauriac, qui nous permettent d'avoir sur Grenoble un débat très intéressant. Alors, pour revenir sur vos petites maladresses, vous avez aussi présenté Particité. Pardon ? Je peux m'exprimer parce qu'il paraît que c'est participatif. Alors, je ne sais pas. Excusez-moi. Sinon, je vous en prie, terminez. J'en ai pas pour longtemps. La deuxième, c'est que vous vous présentez comme un nouveau média grenoblois, local, participatif et indépendant. Exactement les mêmes termes que quand nous avons lancé Place Grenette il y a 1 an et demi. Sauf que vous n'y faites pas du tout allusion. Vous avez également utilisé KissKissBankBank comme nous il y a 1 an. Là aussi, ça fait beaucoup de similitudes. Vous ne parlez pas du Postillon à aucun moment, qui est un média local indépendant également et qui joue un grand rôle sur Grenoble. Après, on l'aime, on ne l'aime pas. Il y a un style particulier. C'est une presse satirique, mais je trouve que son nom mérite d'être cité parce qu'il y a un vrai travail. Vous ne pouvez pas prétendre non plus ne pas connaître Place Grenette et les autres, puisque vous étiez en stage pour 2 d'entre vous dans notre média. Alors là aussi, je tenais à le dire. Enfin, concernant les contenus... Ah oui, alors non, excusez-moi, un autre point. Je déplore que pour un débat sur la presse locale, vous n'ayez invité que des journalistes nationaux. Comme si les journalistes locaux n'avaient pas droit à la parole, comme si nous n'avions absolument aucune crédibilité. Vous, dans votre vidéo, vous jetez négligemment un journal de presse quotidienne régionale. Vous avez choisi Nice Matin. Pourquoi n'avez-vous pas choisi le Dauphiné Libéré ? Puisque finalement, je pense que c'est le message que vous vouliez faire passer. Mais peut-être, est-ce que cela aurait été trop audacieux pour vous ? Cela aurait été certainement plus difficile. Voilà. Enfin, en ce qui concerne les contenus, on ne peut pas juger pour le moment, parce qu'il n'y en a pas. Vous vous contentez de faire des revues de presse de la presse locale. Très bien. Mais même ça, alors j'ai relevé plein de fautes, j'en suis désolée. Donc je vous appelle à plus de rigueur. Et enfin, même vous citez Place Grenette, et je vous en remercie, mais vous avez fait une énorme faute, parce que vous avez dit Monsieur Gremuni à la place de Monsieur Gémani. Et Monsieur Gémani est très connu sur Grenoble, Stéphane Gémani, qui a lancé le SAMU social. Donc voilà, je vous appelle à plus de rigueur et plus de modestie. Bien, merci pour tous ces conseils. Ça va être compliqué de tout reprendre point par point. Je crois que la première remarque, c'était sur le fait qu'on était étudiant en journalisme. Je crois qu'on l'a dit dès le début de la soirée. C'est pas quelque chose dont on se cache, absolument pas, je crois pas. Et ça ne nous empêche pas pour autant d'être jeunes journalistes. Enfin, moi, je me considère comme un journaliste. Je n'ai peut-être pas fini ma formation, et il y a des gens qui sont journalistes sans faire de formation en école de journalisme. Je me considère comme journaliste dans mon travail, en fait. Voilà, pour commencer. Ensuite, sur le fait qu'on n'ait pas cité... oui, bon, d'accord, on ne l'a pas dit dans le communiqué, c'est sur notre site internet si quelqu'un veut aller voir. Ensuite, sur le fait de ne pas citer Place Grenette, vous remarquerez que ce soir, on n'a cité aucun média local. On n'a pas cité le Dauphiné Libéré, on n'a pas cité le Postillon, on n'a pas cité Place Grenette, je vais parler un petit peu. Donc voilà, c'est pour dire, en fait, je crois qu'il y a une méprise. Le débat, pour l'instant, n'a pas vraiment porté sur la presse locale. Ça a été évoqué 2-3 petites fois, mais nous, on avait envie de débattre avant tout du participatif ce soir. Le participatif dont vous revendiquez. Après, vous aurez du mal à nier que nos modèles sont différents, qu'on propose une autre forme de participatif. Donc voilà, c'est pour ça qu'on mise là-dessus. Il n'y a pas de souci, vous êtes indépendant, il n'y a pas de problème. Nous, franchement, quand on a créé le média, on ne se pensait pas du tout en opposition avec Place Grenette, mais alors pas du tout. Je pense comme vous que c'est plus il y a de médias dans une ville, mieux c'est mieux pour la démocratie, tout va bien.
Pardon ? D'accord. Bon, on va peut-être sortir un peu du débat Place Grenette partie-cité, puis on discutera après, ce sera plus sympa. Voilà, donc ce que je propose, on avait envie de faire la deuxième partie du débat du coup sur le numérique. On a déjà abordé plusieurs thèmes en première partie, on a un peu empiété, c'est pour ça aussi le participatif, le numérique, je pense que c'est très très lié, c'est pour ça qu'on les a mis ensemble. On va commencer par une petite vidéo pour reprendre nos esprits et regarder un petit peu. Nous essayons tous de comprendre ce qu'est cette chose que nous appelons Internet. Elisabeth Eisenstein, la grande spécialiste de Gutenberg, a dit qu'il avait fallu un siècle après l'invention de l'imprimerie pour comprendre l'impact du livre sur la société. Vu sous cet angle, nous sommes en 1472. Nous ne savons pas encore ce qu'est Internet. Le monde, la société, en sont toujours à essayer de comprendre ce qu'est le numérique. Ça m'est complètement égal que les journaux meurent. Ce qui m'intéresse, c'est l'information. Vous, Edoui Plenel, vous avez dirigé pendant longtemps un média qu'on considère comme le journal de référence en France. Vous êtes aujourd'hui sur Internet. Est-ce que vous pensez que la révolution numérique, c'est la fin des journaux papier ? Je pense que c'est un point de non-retour. Et je suis entièrement d'accord avec la comparaison avec l'invention de l'imprimerie. Pourquoi ? Parce que, certes, c'est une révolution industrielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre modernité. À chaque fois, c'est une accélération du rapport au temps et à l'espace. Le temps est immédiat, de plus en plus immédiat. On peut dire, je sais pas, la première révolution industrielle, c'est le chemin de fer. La deuxième, c'est la voiture, puis l'avion. Et la troisième, c'est le numérique immédiat. On peut lire ce qui se lit à New Delhi, à Pretoria, à New York en temps réel. Et une réduction de l'espace parce qu'on a l'impression que le monde, là, est concentré et tout près. Mais en effet, s'ajoute à cela un impact beaucoup plus profond. Quelle est la révolution de l'imprimerie qui va produire la réforme avec, comme toujours, révolution contre révolution, la contre-réforme, l'esprit des Lumières, les idéaux démocratiques, etc. C'est que tout simplement, c'est une révolution sur la production et la diffusion d'informations. Quand arrive l'imprimerie, il y a quelques textes qui en témoignent. Les clercs qui étaient dans les monastères se disent « mais c'est terrible, notre pouvoir va tomber ». Parce qu'ils vont avoir accès au savoir dont nous sommes propriétaires. Et ils vont vouloir lire, et ils vont vouloir... Et du coup, il va y avoir des écrits vulgaires, des écrits qui ne seront pas d'en haut. Et il va y avoir, d'où toute la bataille sur qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui n'est pas propre, qu'est-ce qui est licite, toute cette bataille très longue sur la liberté. C'est des batailles d'aujourd'hui, Vous savez, il a fallu un siècle en France pour qu'il y ait une loi sur la liberté de la presse véritable. Article 1er de la loi de 1881, contemporaine des grandes lois scolaires, l'imprimerie et la librairie sont libres. Point. Liberté. Regardez aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. Il y a une loi antiterroriste qui s'attaque, sous prétexte du cheval de Troie terroriste, à nos libertés d'opinion, comme toujours. Qui décide que, on dit des bêtises parfois, mais on dit des bêtises, on pense des bêtises, bon, voilà, ça ne veut pas dire qu'on fait un acte. Une opinion, c'est pour ça qu'il y a une liberté de la presse, c'est pour ça qu'il y a des délits de presse, mais qui sont des délits particuliers, qui protègent le droit de dire des bêtises. Quitte à en rendre compte, mais on a le droit, on n'est pas censuré. Et donc, l'apologie de terrorisme, et qu'est-ce que c'est ? Je diffuse un lien d'une vidéo, je m'interroge sur qu'il y a des violences en face et pas seulement les violences des terroristes, qu'un drone peut faire des dommages collatéraux. Bref, l'apologie de terrorisme, le délit d'opinion, a été sorti en première lecture par le Parlement de la loi sur la presse, pour permettre à la fois une plus longue prescription et des sanctions plus lourdes. Le Sénat est saisi de ça. Et là, il y a des gens qui disent quand même c'est une atteinte, enfin on l'avait dit nous, beaucoup, mais du coup au Sénat ils en discutent, ils disent ah ouais c'est un problème pour la liberté d'opinion. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont rapatrié dans la loi sur la presse quand c'est les médias existants, radio, télévision, papier. En revanche, si c'est sur le numérique, ah là c'est très dangereux. Et donc là, on le sort de la loi sur la presse et c'est 7 ans de prison sur le numérique.
Donc on a la même chose que les clercs d'avant qui avaient peur de cet engin infernal, le livre, la culture, le savoir. Et aujourd'hui, pourquoi il y a encore plus cette peur? C'est que, encore une fois, les conditions de diffusion et de production du savoir sont radicalement transformées par le numérique. Vous êtes producteur de savoir. Et la diffusion, elle se fait sans frontières, de manière horizontale. Et là, ça ébranle beaucoup. Regardez ces crispations. Ça rend stupide des gens. Quelqu'un comme Hubert Védrine, qui peut être pertinent sur des débats internationaux, a dit récemment, oui, la politique c'est fini, là, c'est plus possible, là, avec cette surveillance généralisée de... Il ne parlait pas de la NSC, hein, de la National Security Agency, il ne parlait pas de la surveillance des agences secrètes qui nous surveillent, il parlait de nous. C'est des vraies questions, c'est-à-dire la question de la bataille pour un nouvel écosystème démocratique de l'information. Car le problème, en effet, n'est pas de se battre pour des privilèges. La liberté de l'information n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit des citoyens. Donc le problème n'est pas de sauver tel ou tel. Le problème, encore une fois, le problème, c'est de sauver notre écosystème. Et pourquoi je menais la bataille sur les aides publiques? Les deux journaux qui reçoivent le plus d'aides publiques, 10 millions par an d'euros. C'est le groupe Le Figaro, propriétaire d'Assaut, enfin le journal Le Figaro, et Le Monde avec Niel, le banquier, la téléphonie et le luxe. Ce ne sont pas des entreprises en difficulté s'ils ont un actionnaire riche. L'actionnaire doit payer. Voilà. C'est des questions, vous ne devez pas être indifférent à ces questions. Parce que c'est des questions où derrière, après, ne vous étonnez pas de ne pas savoir et de trouver les monstruosités dont je parlais tout à l'heure. Voilà, alors on va écouter une question, il n'y a pas de souci, on s'y attendait, on était prévenus. Une question par là-bas, je crois. Oui, bonsoir, Romain Durier, donc étudiant en master de journalisme, dans la même promo que voilà, les fondateurs. Il y a conflit d'intérêts, vous pouvez participer. En tant qu'étudiant journaliste, on remarque que dans la presse quotidienne régionale, le web a encore énormément de retard. On a l'impression que parfois il en est encore au balbutiement. Comment vous l'expliquez, vous, à vos échelles respectives, que le web, particulièrement en France, ait encore ce retard-là sur les sites internet? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à ce sujet. Alors, attends, du coup, comme j'arrivais pas à te voir, j'ai essayé de... Et tu peux... Donc, le web en retard dans la presse quotidienne régionale. Ah, dans la presse quotidienne régionale, oui. Il faudrait que j'explique ça. Moi, je peux pas expliquer ça. Je peux te parler de mon expérience de la difficulté d'intégrer le web dans des fonctionnements plus anciens. Mais ça t'intéresse quand même? Ouais. Mais alors moi je vais m'inscrire en faux par rapport à certaines des choses qu'a dites Edoui. Notamment il a dit quelque chose qu'on entend beaucoup, qui est que l'internet ne va pas manger les autres médias. On n'a jamais vu ça, la télé n'a pas mangé la radio. J'ai pas tué le support. Tuer le support, oui. Non. Mais je suis tout à fait d'accord avec... Enfin, non, je suis d'accord avec l'idée, et puis avec l'idée que c'est évidemment la presse quotidienne papier qui est très menacée, le modèle de la presse quotidienne papier qui est menacé par le numérique pour toutes sortes de raisons, mais c'est pas la peine qu'on en parle maintenant. En revanche, l'internet, pour répondre à ta question, a comme particularité de véhiculer tous les autres médias, quoi. C'est-à-dire qu'on peut regarder la télé sur Internet, on peut lire des articles sur Internet, on peut écouter la radio sur Internet, on peut lire des livres sur Internet. Et ça, c'est une particularité qui n'existait pas dans les évolutions précédentes. Voilà, il englobe tout. Et donc, pour répondre à ta question, ça a été très difficile dans les structures plus anciennes de comprendre cela. On a toujours eu pas de bavardage s'il vous plaît. On a toujours eu tendance et encore aujourd'hui, à considérer que le web c'était une partie de la production qui avait pour fonction, alors à la radio, de faire des papiers à partir des sons radio et de les transformer en quelque chose qu'on peut lire si on va sur notre site. Et il y a eu une tendance comme ça dans tous les médias, un petit peu d'incompréhension, un petit peu épidermique aussi, parce que ça remettait en cause beaucoup d'équilibres internes, et ça remet en cause en fait tous les équilibres internes si on réfléchit, parce que les services de communication n'ont plus la même place quand chaque employé d'une entreprise a des moyens de diffusion d'informations à l'échelle planétaire. Enfin, évidemment, ça change tout pour la communication, ça change tout pour les divisions logiques du travail ou des services dans une entreprise, etc. Et du coup, dans un média comme le mien, à la radio, c'est encore quelque chose qui pose
problème, qui pose question. On n'a pas du tout de réponse, on est encore dans une évolution et on a encore beaucoup de mal à comprendre que c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer l'Internet comme quelque chose à part, un service à part qui va gérer les choses pour les internautes. Non, c'est en fait, ça fait partie du tout et on doit tout envisager comme ça. Donc évidemment, pour les pure players, la question ne s'est pas posée, ils se sont créés dedans et du coup ils ont eu des modes opératoires et des modes de développement qui étaient liés à cette logique. Et encore, quand ils n'ont pas reproduit des modèles antérieurs qu'ils avaient connus dans d'autres médias. Et là, évidemment, on est dans une période où particulièrement la presse écrite qui est en train de survivre, la presse nationale, Le Monde, Libération, etc., sont en train fondamentalement de réorganiser leur travail pour répondre aux enjeux du numérique. Et à mon avis, ça va suivre aussi dans la presse quotidienne régionale. Si, je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'il y a suffisamment de diversité. J'entends souvent des exemples à gauche, à droite, de gens qui ont une vraie vision dans tel ou tel média régional ou local. Donc évidemment, ça va suivre, mais c'est extrêmement compliqué dans des structures existantes de tout remettre à plat et de tout réorganiser, de tout repenser. Et je pense que on est tous en fait en train de le faire, et en anglais on dit c'est un work in progress, et c'est vraiment ça, on est en train de le faire au jour le jour en comprenant petit à petit. Alors l'exemple de Jeff Jarvis qui disait ça fait 20 ans maintenant que Internet est arrivé, donc on est en 1473 par rapport à l'invention de l'écriture, je suis pas sûr que ce soit vraiment de l'imprimerie. Je suis pas sûr que ce soit très pertinent comme type de comparaison. Les choses vont peut-être beaucoup plus vite aussi qu'à l'époque. Enfin, justement, c'est peut-être lié à ces technologies, etc. Mais il y a ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement un manque de volonté, mais c'est extrêmement compliqué. Et il y a une dernière chose que je veux dire, c'est souvent un problème de tête aussi. C'est-à-dire qu'il y a souvent dans la base, chez les gens, beaucoup de volonté, et les têtes ont tendance à dire, mais vous savez, les gens sont archaïques, veulent pas travailler, etc. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est qu'un média avec une bonne tête, le Guardian qui a été cité, Alan Rusbridger, voilà, c'est une vraie tête, c'est quelqu'un, il a dit on va ouvrir le journalisme, et il a conceptualisé, et il est devenu l'ambassadeur du journalisme ouvert, et il a embarqué son entreprise qui perd de l'argent, en tout cas qui en a perdu pendant très longtemps et qui en perd probablement encore aujourd'hui, voilà, mais qui est passé devant le New York Times récemment en termes de trafic, qui est un emblème du journalisme international, qui est le média qui a sorti l'affaire du NSA et qui a l'affaire Snowden, etc. Voilà, c'est extrêmement compliqué et il n'y a pas forcément de la mauvaise volonté, mais il faut aussi des têtes qui comprennent en dehors des troupes. Je pense qu'il y a aussi un gros problème de financement en fait, et il y a un problème de volonté. Alors le problème de volonté, c'est que quand ça va pas très bien, moi je l'ai vécu en 2007 à Libération, la priorité c'est de sauver le papier. Et donc du coup on prend du retard. C'est ce qui est arrivé à Libération, qui a pris pas mal de retard sur le numérique, mais ça rejoint aussi un deuxième problème qui est un problème de financement. Et Laurent Geoffrin, avec qui je suis rarement d'accord, a fait une comparaison très juste par rapport à ça. Il a pris la comparaison d'un trapéziste. Le premier trapèze, c'est l'ancien modèle, c'est le modèle du papier. Et le nouveau trapèze, c'est le modèle du numérique, mais qui est encore en gestation. Et là, on est dans la phase où le trapéziste est entre les deux trapèzes. Et donc il n'est pas en position très confortable et on n'y est pas encore, il n'a pas encore attrapé le deuxième trapèze, et pour qu'il attrape le deuxième trapèze il faut beaucoup de moyens et beaucoup de financement, et c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de groupes qui ont les reins assez solides pour pouvoir aller dans cette direction. Après il y a quand même quelque chose qui doit nous rendre très optimistes, c'est que en marge de tout ça il y a quand même des initiatives qui se développent et qui marchent. Évidemment il y a l'exemple emblématique de Mediapart. Et malheureusement, Mediapart est une exception et demeure une exception en France. Mais cette exception nous montre tout de même qu'il y a d'autres voies possibles. Contrairement à avant, où on avait des modèles quasiment industriels de vente de la presse quotidienne qui reposaient sur la publicité, sur les annonces et sur les ventes, on n'est peut-être plus dans des modèles. C'est peut-être aussi ça, une des réalités du monde horizontal. Et c'est peut-être ça qui fait que c'est extrêmement compliqué. Je suis étudiant en école de commerce, donc je ne sais pas ce qui est le pire, c'est étudiant en école de commerce. Je signale qu'en discutant avec les jeunes de Particité, on leur a dit vous avez une excellente école de commerce à côté, allez discuter avec les élèves pour faire un modèle économique avec eux et travailler avec eux. Oui, alors justement, j'aimerais d'abord les féliciter parce que il faut vraiment de courageux pour créer une entreprise et puis pour avoir un modèle économique derrière, donc il faut d'abord les féliciter, je pense, et les encourager. Première chose à faire. On sait...
Et puis, moi, j'ai remarqué que tous les intervenants, que tout le monde se réjouissait de finalement. Moi, je suis vraiment passionné d'information d'une part et d'informatique. Et je voyais que tout le monde était extrêmement enthousiasmé à l'idée qu'Internet puisse permettre à des journalistes d'exprimer leur point de vue, à des citoyens de partager aussi leur vue sur certaines problématiques. Mais il ne faut pas oublier, je pense, qu'Internet, c'est des serveurs derrière, c'est de la matérialité. Et j'ai une question que je voulais vous adresser à vous, qui êtes là-dedans finalement. Au niveau du contrôle, de la sécurité des installations, des informations qui transitent par ces installations, comment est-ce que vous vous organisez ? Et est-ce que vous êtes propriétaire finalement aussi de ces installations ? Enfin, moi je peux juste citer un cas parce qu'effectivement qui montre qu'il y a une extrême fragilité, c'est le cas de Re89 actuellement. Vous savez sans doute ce qui se passe. Re89 depuis 2 mois maintenant est victime d'un hacker, enfin ce qu'on appelle un hacker israélien qui s'en prend systématiquement, alors malheureusement en plus pas seulement aux machines, hein, qui s'en prend aussi aux humains puisqu'il fait des canulars téléphoniques qui pour certains tournent très mal, mais on voit le pouvoir de nuisance d'une seule personne derrière son ordinateur en Israël qui arrive à faire ce qu'on appelle des attaques en déni de service, c'est-à-dire qu'il arrive à faire converger un nombre de requêtes gigantesque sur les machines de sa cible. Donc après Re89, il y a eu d'autres médias qui ont été affectés. Je crois qu'il y a France Info qui a été, et puis Mediapart aussi, qui ont été touchés. Et ça oblige aujourd'hui Re89 à prendre des solutions de recours, mais qui ont un impact sur la qualité du service, notamment pour les membres, pour ce qui est des commentaires, etc., et qui ralentissent considérablement les choses. Donc effectivement, il y a une fragilité énorme à laquelle on ne peut malheureusement pas échapper. Votre question est essentielle hein, sur voilà, toutes ces aventures. Quand on s'est lancé avec Mediapart, on était 27 salariés, dont 25 journalistes. Il y avait une personne pour la technique, comme on disait, et une personne pour la gestion, cofondatrice. Aujourd'hui, il y a une grosse équipe technique en construction, et c'est en reconstruction, et c'est là où on a le plus appris. Parce que, en fait, il y a l'illusion que j'ai une idée, le numérique c'est facile, ça va suivre. Tout développement de contenu numérique prend énormément de temps, et prend toujours plus de temps que vous ne pensez que ça fera. Parce qu'il faut des bonnes spécifications, il y a des effets de bord, parce que tout est lié, tout est interconnecté. Et il y a, voilà, actuellement, je veux dire, parce que c'est un chantier permanent. Là où vous avez une imprimerie qui marche ou qui ne marche pas, mais une imprimerie pour le papier, vous avez en permanence des développements nouveaux. Vous créez un contenu nouveau, un portfolio, vous voulez un player différent pour les vidéos, etc. Et tout ça a des liens. Puisque, prenons un journal comme Mediapart, il y a une rédaction qui produit des contenus, ils sont de tout genre, comme ça a été dit, audio, vidéo, texte, image. Il y a des lecteurs qui commentent et qui postent leur contenu. Il y a un réseau social interne, puisqu'on peut s'envoyer de la messagerie, et il y a même des couples hein, qui se sont créés en étant abonnés à Mediapart. Il y a une vie secrète de Mediapart. Et puis il y a aussi le fait que c'est un endroit où on peut acheter son abonnement, on peut acheter des e-books, il y a des offres différentes, etc. Donc ça, c'est une première question. Ne pas sous-estimer du tout cette question technique et être assez humble, assez modeste pour apprendre, parce que c'est aussi créer des nouvelles cultures d'entreprise. Il faut que ces cultures soient horizontales à l'image du journal. Qui est pas, tiens, il y a l'imprimerie d'un côté, hein, les ouvriers du livre, comme on disait dans l'imprimerie, dans la tradition de la vieille presse, et puis les journalistes hein, en col blanc de l'autre côté. Par exemple, chez nous, à Mediapart, on a tenu, les journalistes ont par exemple des droits sociaux particuliers liés à leur statut. Par exemple, le 13e mois fait partie hein, des droits des journalistes. Eh bien, le 13e mois a été pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on prend l'échelle d'en haut et on ne va pas créer une double entreprise. On va essayer que tout le monde soit tiré ensemble vers le haut. Les délégués du personnel sont mixtes et mélangés. Hein. Il n'y a pas une discussion sur la partie non journalistique et tout ça se fait ensemble. Donc c'est important aussi ce qui s'invente comme nouvelle culture d'entreprise, et sur ces questions-là que d'ailleurs parfois nous on appelle ça, parce qu'il n'y a pas que la technique informatique. Par exemple, il y a le marketing, hein,
c'est-à-dire que viral, comment sans publicité on se fait savoir par les réseaux sociaux, par les mails, par une base mail, comment on se parle aux gens, toutes ces questions-là, ça prenne. La question de la sécurité, on a été nous aussi attaqués par... c'est très simple, nous avons tous porté plainte, il y a une instruction, il y a des très bons policiers qui s'occupent de tout ça, ils font leur travail, etc. Le problème, c'est qu'Israël n'exécute pas les commissions rogatoires. Donc ce monsieur-là, qui est un grand fou, un grand malade, et très dangereux, qui a provoqué la mort du père d'un confrère de rue 89, en lui provoquant une crise cardiaque, en lui annonçant que l'auteur, c'était l'auteur de l'article qui lui avait déplu, et en appelant, parce qu'il a les codes de certains policiers, il se fait passer pour un policier, et il a réveillé en pleine nuit le père en lui disant « Votre fils est mort ». Le père a eu une crise cardiaque et il n'en est pas revenu. Et donc je dis ça parce que, bon, là ça renvoie à autre chose, que nous sommes en effet dans un monde sans frontières, et il faut... Alors, du coup, il se trouve, nous, pour vous dire ça tombait bien, parce qu'on venait d'embaucher quelqu'un. Et pour nous, c'est un poste en soi, désormais. Il y a quelqu'un qui s'occupe de toute notre infrastructure système, et de toute sa protection, et de tous ses verrous, et de toutes ses procédures de sécurité. Par ailleurs, le problème sur l'hébergement des serveurs, là, il faut avoir beaucoup de moyens pour s'héberger soi-même. Donc, enfin, plus que... Voilà, donc pour l'instant, il y a plusieurs hébergeurs, il y a des discussions qui ont lieu. Alors, il y a deux niveaux, moi, je vois dans votre question. Il y a donc la possibilité de se faire pirater une plateforme. Donc, le vrai risque, c'est qu'elle ne soit plus accessible. Donc, c'est ce qu'on appelle les attaques en déni de service, c'est-à-dire que quelqu'un va mettre en réseau des ordinateurs qui vont tous se connecter sur un site et qui vont du coup le rendre indisponible pour les autres parce qu'il y a trop de personnes qui le sollicitent. Donc je sais qu'il y a des techniques qui permettent d'éviter cela, mais on apprend en faisant, etc. Chez moi, à RFI, moi j'appartiens à un groupe qui s'appelle France Média Monde, où il y a un service très important de techniciens, et c'est peut-être un peu une tradition de la radio et de la télévision de ne pas faire passer la technique en dernier, et du coup on a plutôt été en termes de stabilité, on a reçu des attaques mais on est quand même assez solide, etc. Moi la partie importante de cette question, parce que c'est beaucoup plus sensible, on peut rendre indisponible un site quelques heures, c'est très gênant, mais c'est pas non plus voilà, c'est une attaque, c'est interdit, c'est puni par la loi quand la loi est respectée, etc. Voilà. L'enjeu, c'est un enjeu de sécurité, et là c'est un enjeu qui est très important, et c'est là où peut-être les journalistes ont appris à leurs dépens ces dernières années, et maintenant sont en train de comprendre qu'ils peuvent être eux-mêmes le relais de danger. C'est-à-dire que le journalisme, c'est le secret des sources, c'est la base du journalisme. C'est-à-dire que des personnes doivent pouvoir nous parler, nous donner des informations sans risque d'avoir leur identité révélée pour participer aux médias publics. On va les appeler des lanceurs d'alerte, on va les appeler toutes sortes de choses. Et un des rôles des journalistes, c'est de protéger ces gens-là. Et pendant longtemps, avec l'arrivée des mails, etc., on ne s'est pas rendu compte qu'on était extrêmement vulnérable, ne serait-ce qu'en choisissant des mots de passe évidents, ne serait-ce qu'en configurant mal son mail et en permettant à n'importe qui se débrouille de récupérer ou de changer lui-même le mot de passe de votre mail en disant qu'il l'a perdu, etc. Et là, pour le coup, il y a véritablement une prise de conscience. Nous, par exemple, les blogueurs qu'on forme, chaque année, on fait venir le responsable sécurité de Reporters sans frontières, qui s'appelle Grégoire Pouget, qui forme les blogueurs à la sécurité informatique, et tous les médias sont en train petit à petit de prendre conscience, et j'en ai parlé par exemple à des gens de Mediapart qui par réflexe par exemple ne mettent jamais les noms de leurs interlocuteurs dans leur téléphone, prennent le plus possible de notes par écrit, essayent d'avoir des rendez-vous plutôt que des conversations téléphoniques, et ça ce sont des choses qui vont s'installer de plus en plus par peur des États évidemment, qui sont en train de virer avec une surveillance qui fait craindre une dérive totalitaire, et par peur aussi des individus qui peuvent, voilà, des individus d'autres États, etc. Et il y a malheureusement des précédents très graves de hackers chinois probablement proches du pouvoir qui sont rentrés dans le système d'information du New York Times pour aller retrouver des sources et les embêter, etc. Et là, ça pour le coup, c'est un vrai enjeu. J'avais une question donc, par rapport à la révolution du numérique, encore une fois. Vous parlez de démocratie, de participation citoyenne et d'accessibilité de l'information. Ce sont de très belles valeurs.
Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas un revers de la médaille, dans le sens où, lorsque l'information est disponible à tout le monde, partout et en tout moment, et surtout lorsque tout le monde peut participer à l'information, est-ce qu'on n'est pas en train d'abîmer ou de noyer le métier de journaliste ? Moi, je veux bien dire un mot puisque j'ai le micro et je vous le passe. Alors, il y a plein de choses dans ce que vous dites. C'est-à-dire que quand vous dites on est noyé, on parle souvent d'infobésité, c'est-à-dire qu'il y a trop de choses, etc. Comme on l'a dit beaucoup, le journaliste, c'est une fonction. On le noie peut-être, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va interdire aux autres de publier des choses, etc. C'est quoi le problème ? Ce qui est le plus important, c'est que le journaliste ne se perd pas lui-même et qu'il continue à jouer son rôle et qu'il devienne, qu'il ne devienne pas comme dérivent peut-être des sites d'information qui sont des chasseurs de clics. Non, qu'il ne perde pas de vue son rôle et sa fonction. Après, j'imagine que s'il a un rôle et une fonction au sein d'une société, eh bien les gens vont peut-être le trouver. Et moi, je veux juste dire un mot qui est important. Je pensais, quand vous allez parler de revers de la médaille, je pense aussi qu'il y a une responsabilité médiatique qui était peut-être l'apanage des journalistes par le passé et qui est devenue un peu la responsabilité de chacune des personnes qui est dans ce réseau et qui a la responsabilité de partager des informations avec les uns et les autres. Et ça, c'est un enjeu d'éducation. Alors c'est peut-être aussi un enjeu régional, mais c'est aussi un enjeu national, un enjeu d'éducation à la responsabilité médiatique. Les journalistes ont conscience de la nuisance ou de ce que c'est que partager une information, de ce que c'est qu'une information, de ce que c'est que vérifier une information. Et il faudrait peut-être que de plus en plus de personnes aient conscience, parce que de plus en plus de personnes peuvent aujourd'hui partager, repartager, retweeter des informations. Pardon. Je vais d'abord. Non, mais comme tu veux. Moi, je comprends très bien votre question. Je pense que la réponse, en fait, c'est que le journaliste doit retrouver un nouveau rôle, doit redéfinir en partie son rôle, en fait. Le rôle du journaliste disparaît pas, mais il doit trouver un nouveau rôle. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec Rue 89. C'est ça qui a vraiment présidé à la création de Rue 89, qui est de se dire, voilà, maintenant les citoyens sont dans la boucle de l'information. Avant, les citoyens n'étaient pas dans la boucle de l'information. Il y avait des médias, parce que les ressources physiques pour pouvoir émettre l'information étaient limitées. Donc que ce soit les médias papier, les radios, etc. Voilà, il y avait une coupure. Avec Internet, les citoyens sont dans la boucle de l'information. Ça ne veut pas dire que les journalistes sont poussés dehors et sont exclus. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire avec Rue 89, c'est une espèce d'alliance entre les deux. On était dans un moment où il y avait une opposition, par exemple, entre les journalistes et les blogueurs. C'est au contraire de se dire, chacun peut s'apporter des choses. Les journalistes, c'est la discussion qu'on a eue au tout début, les journalistes ont quand même des choses à faire valoir, des habitudes de travail, des pratiques, des réflexes professionnels, des réseaux. Par exemple, ce qui a été expliqué tout à l'heure par Ziad sur le secret des sources, etc., ça, c'est des choses qui ne s'improvisent pas. Et donc, il y a vraiment un métier de journaliste qui ne peut pas s'improviser. De la même manière que c'est pas parce qu'on va vous mettre une truelle dans la main que vous allez vous improviser maçon. C'est pas parce qu'on va vous donner l'outil qui va vous permettre de publier des informations qui va tout de suite faire de vous un journaliste. En revanche, ce qui est très très important avec Internet, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes peuvent s'appuyer de manière beaucoup plus étroite sur la participation des citoyens et faire remonter des informations et travailler avec les citoyens pour publier une meilleure information. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire comme information participative avec Rue 89. C'est pas d'un côté les journalistes qui publient des articles nobles et de l'autre les citoyens qui ont un espace de publication où ils font ce qu'ils veulent. C'est au contraire d'essayer de faire travailler les deux ensemble pour coproduire une information qui soit beaucoup plus riche. Et donc à Rue 89, quand on traitait des témoignages, quand on traitait des choses qui nous arrivaient, il y avait toujours un travail journalistique, un travail en commun pour améliorer, déjà pour valider, parce que il faut vérifier la source, voilà. Et donc je pense qu'il y a une redéfinition du rôle de journaliste. Et là, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle
un nouvel impératif pour les journalistes, ça va être de redonner un peu de sens, de redonner du sens. Parce que là, on est noyés, on est tous pris dans l'abondance des informations, le nivellement des informations. Et je pense que là, il y a aussi un rôle à retrouver pour les journalistes dans la hiérarchisation de l'information, et servir, en fait, aider les gens à y voir clair, en fait, rendre service aux gens en les aidant à y voir clair dans cette masse d'informations, en leur servant de guide. Et là, ça c'est un peu le point de départ du nouveau projet que je suis en train de lancer, qui s'appelle Brief Me, et qui, en fait, à travers une espèce de résumé de l'information tous les jours, mais qui soit un résumé fait de cette manière-là, en fait, qui soit guidé par cette nécessité, en fait, finalement, de rendre service aux gens en les aidant à y voir clair. On avait envie de mettre en place une sorte de métier de journaliste médiateur, en fait. C'est-à-dire que pendant, avec notamment le fil de suivi de l'enquête, on va aussi essayer de comprendre, enfin de faire comprendre aux gens comment travaille un journaliste et mettre un peu plus en perspective l'info. Parce que je comprends c'est ce sentiment que j'ai aussi sur l'infobésité et le trop d'infos. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On est un peu parti dans tous les sens, mais bon, c'était un peu le principe de la participation du public et c'était très, très sympa. Merci beaucoup d'avoir participé. Alice va conclure. Merci. Désolée, il y avait encore des questions, mais on est un petit peu pris par le temps. Maintenant, juste avant d'aller boire un verre tous ensemble à côté, on a un buffet. Déjà, je voulais remercier parce que la salle nous a été offerte gracieusement par la ville de Grenoble qui croit en tout cas en notre initiative et en notre projet. Donc merci à eux. Merci à vous aussi d'être venus aussi nombreux et d'avoir posé toutes ces questions. Je veux simplement revenir sur quelque chose. Il y a quelqu'un qui a tweeté un tweet à propos de Particité de Place Grenette. Particité et Place Grenette, la guerre est déclarée. Donc non, la guerre n'est pas déclarée, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes vraiment contents d'essayer en tout cas de faire partie du paysage médiatique grenoblois aux côtés de Place Grenette, du Postillon et du Dauphiné libéré. Et non, nous ne sommes pas en guerre. Voilà.